Qu'est-ce que t'en penses là de ce dessin? C'est mignon. C'est mignon. Donc mon éléphant mignon. C'est là que j'ai réalisé que pour le dessin, il me manquait un peu de technique. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes aventures au pays de Montbéliard. Montbéliard, c'est un pays technique. Pendant mon escapade, j'ai découvert la technique automobile. C'était au musée Peugeot et dans ses ateliers de restauration de voitures de collection. Technique, mais cette fois-ci, c'est du football au centre de formation des jeunes footballeurs. Et même avec les professionnels du club de Sochaux. Technique encore, mais celle du dessin cette fois-ci, et de la bande dessinée. C'était à Audincourt. Audincourt, c'est une petite ville à côté de Montbéliard. Allez, notre voyage pour le pays de Montbéliard, c'est ici, c'est maintenant, et c'est là. Et regarde un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire pour rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est putain l'essence. J'ai perçu subitement l'envie de me... Pour commencer mon exploration, j'ai contacté Eric, un collectionneur amoureux fou d'automobile. Bon, dis-moi Eric, là tu m'embarques dans cette sublime voiture. Je te remercie beaucoup. Une 203, hein, Peugeot? C'est ça, une 203 Peugeot. Bon, Peugeot, je vois bien parce qu'on est en route pour Montbéliard, alors ça fait pas trop de mystère. Mais 203, pourquoi? La 203, en fait, pour un collectionneur qui veut rouler un petit peu, c'est la première voiture après-guerre qui est suffisamment moderne pour faire autant de kilomètres que tu veux. Le style, il a été inspiré des voitures américaines comme la Lincoln Zephyr. Okay. Et du coup, on a cette forme qui est si particulière, avec toutes ces rondeurs, Ouais. les ailes encore galbées, et ça lui donne un charme. Et voilà. C'est ça qui t'a plu? C'est ça qui m'a plu. Je voulais pas plus moderne qu'une 203 ou une 403. Mais voilà, et la 203, c'est la bonne synthèse. Il n'y a pas d'airbag, j'ai pas de ceinture de sécurité. On a du chauffage, si quand même on a du chauffage là, on n'a pas non plus de musique. Et elle roule à combien là? Je vois 150 sur le compteur, mais on peut pas aller jusqu'à 150. On peut pas rouler jusqu'à 150, on peut rouler jusqu'à 120, 125. Quand même. Et quand on part en vacances, c'est... Tu pars en vacances avec cette voiture? On part en vacances tous les 3 ans en moyenne. On a fait la Nationale 7, on a fait les grandes routes des Alpes, oui. avec toujours la galerie et les valises d'époque. Et le plus grand parcours qu'on a fait qui prouve que la voiture était fiable, on est descendu en Italie, on a pris le bateau, on a fait le tour de Corse, on a retraversé la France jusqu'en Bretagne pour un mariage, avec la voiture bien sûr, et on est rentré de Bretagne. Donc on a fait 4500 km en 15 jours. Avec femme et enfant. Avec femme et enfant. Et elle n'a pas bougé la voiture. Et la 203, elle n'a pas bougé. On voit la route autrement. C'est une autre façon de voir et de partager la route. T'as un toit ouvrant? Bien un toit ouvrant, tiens regarde. Ouais. Ouais, super. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile. D'ancienne culture germanique et protestante, Montbéliard est surtout, depuis 130 ans, le berceau de l'industrie automobile. C'est cette histoire qui est racontée dans un fameux musée. S'en aller tous les deux. Allez. Ah bah dis donc, c'est confortable, hein? Tu vas voir, il y en a plein d'autres à l'intérieur. Ah génial. Ah ben voilà, le fameux taxi de Marseille, le film. Des premières aux dernières nées, elles sont toutes là, et pas en miniature, hein. Le lion s'affiche sur des moulins à café, des vélos et même des machines à coudre. Quant à l'origine du célèbre félin, c'est Eric qui me l'a expliqué. Tu vois Gaël, cette scie Peugeot, c'est l'outil qui symbolise vraiment le départ de l'aventure industrielle de Peugeot. En 1839, Jules Peugeot invente la scie à dos fin, où on voit que le dos de la lame est beaucoup plus fin que la partie mordant, ce qui fait que dans le trait de coupe, la scie n'est pas bloquée. Et grâce à ça, la scie Peugeot domine les autres. Donc la scie, elle est rapide, elle est souple, et la qualité de son mordant est aussi très performante. De ces 3 qualités, Émile Peugeot va s'en inspirer lorsqu'en 1850, il voudrait un logotype pour créer une marque Peugeot. Et le lion
il a 3 qualités. Ouais. Il est rapide, il est souple et il est mordant. Mais comment ça s'appelle déjà ces vélos? C'est un Grand Bi. C'est un vélo qui existait en Angleterre en 1870. Armand Peugeot était parti faire ses études là-bas et il a vu, Il a ramené ça. il a vu ça. Il a dit c'est génial. Et lorsqu'il est revenu en France, après, il a dit on doit faire du vélo. C'est Donc génial. en 1886, Peugeot fabrique un Grand Bi et aussi des vélos plus conventionnels. Et là, ça, c'est quoi ce modèle? C'est type 3, c'est une des premières voitures fabriquées par Armand Peugeot. Alors cette voiture, elle a une particularité, c'est qu'elle a participé à elle a suivi la première course de vélo Paris-Brest-Paris à 14,7 km/h de moyenne. C'était la moyenne. C'était exceptionnel parce que la C'était déjà concurrence beaucoup. roulait à moins de 10 km/h. Ah, mais là, on se rend compte que l'aspect esthétique commence à compter pour Peugeot. Ah oui, là c'est les années folles. On est Ouais. en plein dans les années folles. Donc on a des voitures qui sont majestueuses. Et le Voilà. lion, là, on dirait qu'il est sculpté. Alors le lion sur le bouchon de radiateur reprend toute sa place. Et on a 2 lions qui ont caractérisé cette époque, le lion Marx et le lion Très beau. Bodichon, Très, qui très était beau. surnommé en 4e parce qu'il a les cheveux au vent. Celle-ci est sublime aussi. Ah, ça c'est Incroyable. un peu la fierté de notre patrimoine parce qu'elle a été restaurée pendant plus de 25 ans dans nos Waouh. ateliers. C'est la 184, type 184 landaulet, parce que c'est un landau, derrière ça s'ouvre comme sur un ok, landau. ok. Et notre fierté, c'est que Woody Allen l'a choisi pour tourner le film Midnight in Paris. Génial. C'est vrai qu'automobile et cinéma se sont toujours mutuellement mis en valeur. D'ailleurs, traversant les époques au fil de ma visite, plein d'images me revenaient, en couleur et en noir et blanc, et même carrément futuristes. Et voilà 120 ans de compétition résumés dans cet espace. Une voiture des années 30 qui a battu des records de vitesse. C'était 60 km à l'heure, ça ne paraît pas beaucoup, Ouais. mais pour l'époque, c'est pas mal. Et celle-ci? La 302 Darmat. Ouais. Eh bien, Celle-là, quand même. Voilà, la Formule 1. Ouais. Donc 7 ans de présence en tant que motoriste, Peugeot, à partir de 1994. Toutes les nouvelles technologies, c'est en compétition qu'on les teste avant de les mettre sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Bien sûr. Et là, on a toute Et l'époque ici africaine. Ouais. Et la 504, tu vois, moi quand j'étais gosse, je rêvais devant ces voitures quand elles rentraient Ah ouais de course. La 205, c'est quand même, elle tient une place à part dans l'histoire de la compétition Peugeot. 2 titres de champion du monde constructeur, 2 titres de champion du monde pilote. C'est le monument du sport automobile des années 80 à aujourd'hui. Et celle-ci? Là, c'est la voiture du Dakar. C'est une 2 roues motrices seulement, donc des très grosses roues. Ah oui, elle est monstrueuse. Les grands musées ont tous leurs réserves, où les œuvres attendent d'être restaurées ou exposées. Le centre des archives d'Hérimoncourt, c'est la face cachée de la collection. Des centaines de véhicules soigneusement rangés sur 4 niveaux. Des ancêtres qui ont tout vu, jusqu'aux modèles jamais commercialisés. Ils me parlaient tous de l'ingéniosité et du savoir-faire de ceux qui avaient fait la marque depuis plus d'un siècle. De retour à Montbéliard, j'allais me rendre compte d'un peu plus près que ce patrimoine est autant culturel qu'industriel et que la carrosserie peut être considérée comme l'un des beaux-arts. Je suis en train de réaliser quelques branchements électriques puisqu'on est en plein remontage de cette voiture. Cette voiture, c'est quoi? C'est une Darlmat 203. Darlmat était un concessionnaire en région parisienne qui a décidé de modifier les 203 strictement de série pour une clientèle plus huppée et qui était demandeuse de voitures un peu plus sportives. Et particularité, elle était vendue sous un concept non pas de chevaux, mais de vitesse. C'est-à-dire qu'on pouvait vous faire une offre 140 km/h ou une offre 150 km/h. Elle est donc modifiée dans plein d'endroits. Elle est plus basse que la normale. Elle a été coupée. Le toit est raccourci. Au total, on gagne 14 cm. Cet aileron, c'est quelque chose qui est fait à la main et c'est quelque chose qu'on n'interdit pas parce qu'aujourd'hui, ce serait absolument impensable qu'un constructeur mette sur une automobile un aileron comme ça, aussi saillant.
C'est une voiture qui était dans la collection, mais qui était en très mauvais état de corrosion très avancée. Les planchers, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de bas de porte non plus. La mécanique était plutôt usée. Si j'ouvre le capot aujourd'hui, tout a été refait, absolument tout. Le moteur est dedans, il a poussé son premier cri il n'y a pas si longtemps que ça, puisque dès que je l'ai mis dedans, il a fallu voir si ça tournait. C'est un peu notre credo quand on est mécanicien, c'est de l'entendre. Le constructeur n'a pas fait que des voitures. Un célèbre club de foot lui doit son existence, le FC Sochaux, et sa pépinière à Seloncourt. Et me voilà au centre de formation des jeunes footballeurs du FC Sochaux. Alors ce matin, ils ont un exercice très difficile. J'ai décidé de le faire avec eux. C'est parti. Du château de Seloncourt sont sortis quelques grands noms du football français. Bats, Ginguini, Stopira, Paille, Sauzet, Sylvestre, Pedretti, Mathieu, Ménès et d'autres. Chaque année, de toutes jeunes recrues viennent confronter leur passion à la réalité du sport de haut niveau. Eric Elie a consacré sa vie au foot. Ancien joueur et ancien coach de l'équipe pro. Mais lui, il a une passion en plus, transmettre la technique et l'amour du jeu. C'est plus Je me mets où? C'est moi là. On va vous mettre avec Émile. Émile, prends la demoiselle avec toi s'il te plaît. Vous faites que la course ou vous faites des ateliers aussi? Ben, je vais tout faire, enfin essayer de tout faire. Vas-y, suivez, là. On a bien compris. Allez, à vous. D'accord. Pas facile. Allez, j'en vite, vite, vite. On accélère. Allons-y, tiens sur les bras. Allez. Dur. C'est intensif. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comment est-ce qu'ils sont choisis, ces jeunes-là? Donc ils sont recrutés principalement en Franche-Comté, région parisienne, Ouais. un peu la région lyonnaise, un peu la région toulousaine et aussi l'Alsace. Ok, d'accord. Après c'est Sur suivant quels les critères critères ils sont techniques au départ, Ok. avec il faut un certain potentiel physique par rapport au poste occupé. Ils ont quel âge là? Là ils ont 18-19 ans, Et à quel âge ils rentrent? À quel âge ils 15 le ans. prennent ici? La majorité ils rentrent à 15 ans, Pour un temps de formation de combien? 5 ans, Et finalité, c'est quoi? qui jouent avec les pros. Et après si ça se passe bien, et ben, qu'on réussisse à les vendre dans des clubs plus UP. Comme ça, tout le monde est gagnant. Les joueurs, ils sont gagnants, nous, on est gagnants. Combien sortent professionnels? Sur 20, en moyenne 8. Ah ouais? Qu'est-ce qui fait un champion? Le critère numéro 1, il faut qu'il ait des qualités de footballeur, c'est-à-dire sens du jeu technique. Ok. Mais sans potentiel athlétique, tu peux pas. Trottinez! Allez, vite, y allez! J'imagine que c'est pas que la passion du foot qui t'anime. Faut être sacrément connecté avec ces jeunes. Ouais, c'est un sacerdoce. Ou c'est ta passion, ou faut pas le faire. Parce que t'es le coach, t'es le père, t'es la mère. Parce que, par exemple, on prend l'exemple les chambres. Pour la tenue des chambres, des fois, quand ils arrivent, tu leur apprends à faire le lit. Ah ouais, Bah, ça parce va qu'ils ne savent pas jusque-là? mettre une couette, et bah, comment on fait? Ouais. Notre boulot, c'est de dire ça va pas, mais maintenant, il faut donner la solution. Que ça soit dans la vie au quotidien ou sur le terrain, comme tout prof. Vous leur donnez des cours ici? Vous enseignez aussi dans Ouais, ouais, l'enseignement ouais. théorique? Il y a le lycée donc, privé qui est là, donc c'est l'école normale, quoi. Seconde, première, terminale ES, S, STMG Ah, ok. et Bac Pro. Ici, avec le cadre, avec notre passé, avec la scolarité, quand même, on marque des points. Alors, emploi du temps, salle de cours, tac, économie. Eh ben voilà, on est bon. Et oui, le centre de formation de jeunes footballeurs, c'est pas que du sport, c'est aussi de l'enseignement général. Alors je vais aller voir à quoi ça ressemble. Messieurs, sortez vos affaires. On va faire une course en économie. Marc, Oui, je lève bonjour. le doigt. Bonjour. Oui, c'est bien. Je voulais vous demander, quelle est la différence
d'enseignement entre l'enseignement traditionnel qu'on connaît pour des jeunes et l'enseignement dans un centre de formation de jeunes footballeurs. Est-ce qu'il y en a une? Bah, sur le fond, il n'y a pas de différence parce qu'on suit exactement les mêmes programmes, ceux prônés par l'Éducation nationale. Ah, ok. Par contre, sur la forme, vous voyez une grosse différence parce que là, j'ai quasiment mon effectif complet. Habituellement, on est 7, mais exceptionnellement, il y a un jeune qui est descendu s'entraîner avec les joueurs pros. Et donc, on se retrouve avec une classe de 6, mais on peut être amené à avoir des classes avec un seul élève. On a un contact qui est différent, on est proche d'eux, c'est des gamins qu'on côtoie au quotidien. Et donc, par rapport à ça, c'est un réel plaisir de leur enseigner, que ce soit l'économie ou le droit. Et donc, c'est pas plus difficile. Par moments, c'est même plus facile. Et ça va, ils réussissent bien, là? Bah, globalement, il y a des résultats qui sont plus que convenables. On a fait cette année 97% de réussite au bac. Bon, allez, je vous laisse travailler, je vous embête pas plus. Bon courage, messieurs. Merci. Au revoir, merci. Bon, messieurs, je vous rappelle qu'on a un devoir lundi prochain. Donc aujourd'hui, on revoit un nouveau chapitre en économie. C'est le chapitre 6, qu'est-ce que la politique économique? Sochaux, c'est l'usine d'automobile là-bas au fond. Mais c'est surtout le stade Bonal, là où s'entraînent les pros. Enfin, juste à côté. L'entraînement, ça commence par les poignées de main aux supporters. Toujours là, par tous les temps, et qui connaissent tous les joueurs. Et vous connaissez les prénoms, tout ça? Quelques noms. Le monsieur qui arrive là. Oh là, c'est un jeune du centre. Là, il y a Robinet, il y a Cap. Et même le coach. Bonjour. Et Enchanté. bonjour, enchanté. Ce matin, j'étais avec les jeunes du centre de formation et ils ont un rêve, c'est devenir eux. Vous enseignez aussi au centre de formation avec les jeunes, vous avez un lien avec eux? Bien sûr, ça c'est le FC Sochaux, alors on a des réunions avec les éducateurs. Après, je connais les jeunes, alors là il y a un joueur qui est là, Lacroix, qui s'entraîne avec nous. Qui participe au match dans 2 jours? Non, mais qui s'entraîne Bon, avec nous. on n'est pas là que pour s'amuser. Tu vas pas en cours d'économie avec les copains du centre? Non. T'es là. Ouais. Comment ça se fait? Ben, c'est parce que mon directeur il m'a dit de venir m'entraîner avec les professionnels, donc je loupe les cours et je m'entraîne. C'est plus dur que ce que tu fais à l'école ou pas? Non, parce que je le fais avec le plaisir ici, donc c'était mon but de venir ici quand j'ai signé au centre, donc Il y a combien de temps que tu as signé au ça fait 3 ans. 3 ans. Et en 3 ans, tu te retrouves là? Ouais. Ok, c'est ça. good. Je crois qu'on te rappelle. Ouais, N'empêche, je venais peut-être de rencontrer un futur champion. Et je n'étais pas peu fière. Allez, changement de sport. Direction Audincourt, où se tient chaque année depuis 35 ans un festival de la bande dessinée qui fait des émules. J'ai rendez-vous avec François, qui encadre une initiation au 7e art. Premier exercice de la soirée, dessinez-moi un bel éléphant réaliste. Oui, Je suis un petit peu en retard. je constate ça, oui, effectivement. Pour le cours de BD. Allez-y. Voilà. Bonsoir. Donc je recommence, faites-moi un éléphant, alors de mémoire, un éléphant réaliste. Tel qu'avec les proportions de Tel qu'il est, voilà, l'éléphant, c'est les ça. pattes. Sans le déformer, voilà. D'accord, Bon, alors de mémoire. de mémoire. Comment tu fais pour faire ton œil? Tu vois, je sais même pas le poser mon œil là. Il faut faire le déplacement global du corps. Essayer de faire des structures, la tête, les bras, le corps. Ça te fait rire. Et du coup, je sais pas où placer ma tête. Normalement, la trompe elle est plus fine ici et l'œil il viendrait là. Ça fait longtemps que tu fais de la BD? Ça va faire 3 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ça? J'aime pas trop faire des dessins réalistes et je m'en sors mieux dans des dessins un peu plus simplifiés. Tu peux me montrer quelque chose que t'as déjà fait? J'essaie de faire des portraits. Ça, c'est des portraits de femmes. C'est ça qui t'inspire. Tu veux raconter quoi à travers ce dessin? J'aime bien en fait tout ce qui sort un peu du commun. Et j'aime bien représenter les gens avec des modifications corporelles. Je fais souvent des piercings ou des tatouages, des looks un peu qui sortent du commun, quoi. Qu'est-ce que t'en penses là de ce dessin? Bah c'est mignon. Ah, j'ai oublié une patte.
Donc c'est un éléphant, ça. C'est un éléphant réaliste. J'étais en train de demander à Judith quelle était la différence entre le dessin et la BD. Il n'y a pas de différence, simplement la BD utilise le dessin. Dans la BD, il y a tous les genres de dessins possibles. Il y a du dessin réaliste, du dessin semi-réaliste, du dessin comique. Donc le dessin, c'est une composante de la BD. En fait, tu es en train de me dire qu'on peut faire de la bande dessinée sans savoir dessiner? Pas loin, parce que moi je dis toujours qu'il faut mieux une bande dessinée qui est mal dessinée mais qui est bien écrite qu'une bande dessinée très bien dessinée et très mal écrite. Eh ben parce qu'un beau dessin, c'est pas un dessin parfait, c'est un dessin expressif. Un vieux dessinateur comme Rézère, tu connais Rézère? Ouais. Bon, il faisait des crobards en 3 secondes et tout, mais qu'ils étaient hyper expressifs. Et les dessins que vous faites ici sont destinés à un lieu, à une exposition particulière? Chacun écrira et dessinera une histoire qui sera publiée sur un fanzine, qui sera distribuée au prochain festival de la BD de Dincourt en automne, donc à l'automne 2018. Bon, en dessin, il me faudrait peut-être quelques heures de rattrapage. Laisse-moi zoom zen. Laisse-moi zoom zen. Laisse-moi zoom zen dans ta bête. Alors là, on est en périphérie de Montbéliard. En périphérie, oui, mais pas n'importe où. Je suis dans l'enceinte du lycée Germaine Tillon, ex-Viette. Et je vous emmène à la découverte de l'école Espera de Franco Sbarro. C'est un designer automobile. Chaque année, l'école Sbarro présente au Salon de l'Automobile de Genève des modèles originaux et innovants par leur forme, leur matière et leur technologie. En voyant ces modèles, j'avais un peu de mal à croire qu'il s'agissait de travaux d'étudiants. Bonjour Gaëlle. Bonjour Anthony, mais dis-moi, ces modèles-là que je vois, que je découvre, ils sont construits par tes étudiants? Exactement. Donc, tout ce que tu vois ici, donc, ça a été construit par des étudiants. Chaque étudiant construit une œuvre, une voiture? Alors, un groupe d'étudiants va construire et concevoir 2 véhicules. Ils roulent ces véhicules? Alors, ils roulent, ils ne sont pas homologués, mais ils fonctionnent, on peut les conduire. Et le mieux, en fait, c'est que je te montre directement, d'accord? Donc, à l'atelier, ils sont en train de travailler. Eh ben go! On y va? On va les rencontrer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de dessiner le pédalier avec son support. C'est ça le pédalier? C'est tout l'ensemble. Là, il manque des choses? Oui, il va manquer le... Là, on est en train de regarder pour fixer le potentiomètre, par exemple. T'as d'autres copines ici? Non. Hé! Bonjour, mais qu'est-ce que ça? C'est le squelette de la voiture, ça? Ouais. Donc il y aura le volant là, ok. le siège ça, ici. c'est la place pour le volant. Voilà, le volant sera là, le siège comme ça et les jambes vers l'avant. Excellent. Et le pédalier qu'on a vu tout à l'heure, il va venir se mettre où? Ici. Ici, d'accord. Donc tout est conçu, prêt à accueillir, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le design automobile? Pourquoi design et pourquoi pas juste vouloir faire le moteur, juste la carrosserie? Mais surtout le fait de créer, enfin de construire un ensemble et de voir le résultat final, rouler, et surtout là de le présenter à Genève, quoi. Ça, c'est la colle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le volant? Ça, c'est le volant, ouais. Jérémy, il a imaginé donc, un volant. Donc, une particularité, c'est qu'il doit intégrer ce qu'on appelle une dashboard. Donc là, en fait, tu as toutes les informations finalement de kilométrage, température moteur, tour. Voilà, tour, exactement, tour minute. Donc là, la contrainte, c'est la visibilité, puisque on ne peut pas avoir un volant qui vient cacher la vision. Donc il fallait qu'il soit plat en bas pour les jambes, et plat en haut pour le champ. La vision, bien sûr. Et oui. D'où cette forme un peu particulière. Particulière, j'allais dire, on dirait un volant de jeu vidéo. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu l'idée. Hey. Donc, caisse. Alors, tu as vu le châssis tout à l'heure. Ouais. Là, je te présente ce qui va venir se poser sur le châssis. Enfin, c'est 2 étapes avant la réalisation de la carrosserie. Finalement, là, tu as le design final de la voiture. C'est le moule?
C'est le modèle. C'est le modèle. C'est ce qui va permettre d'obtenir le moule. Il est en quoi ce modèle? Alors, on utilise pour ça de la mousse polyuréthane, donc un matériau assez tendre, enfin une densité assez tendre, donc ça permet de le façonner à la main. Nous, toujours dans un souci un petit peu d'artisanat, de tradition de fait main, et surtout d'apprentissage des volumes, les élèves vont façonner à la main avec des techniques un petit peu rudimentaires, mais qui fonctionnent, un modèle. Ces jeunes, là, ils viennent d'où? Alors, ils viennent de la France entière. Il y a des locaux, mais il y a également des gens qui viennent de partout. Hein, donc quand même, Montbéliard, technologie, automobile, c'est quand même les 3 clés du pays. Anthony, merci pour cette belle visite. Allez, on va les laisser bosser. Je reviens enchantée du pays de Montbéliard, un pays très dynamique, avec de merveilleuses images en tête et le souvenir de très belles rencontres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. D'ici à la semaine prochaine, on reste en lien sur les réseaux sociaux. Bye bye!